utilisons tous plus ou moins consciemment, qui est le langage corporel. Alors vous avez 5 secondes et demie pour, d'après votre attitude, me donner l'illusion au moins que vous êtes intéressé par ce que je dis. Il y a quelqu'un qui s'est gratté la tête, je ne sais pas si c'est un bon signe. Ok, alors nous allons dire un petit peu quelques mots sur le langage corporel. Qu'est-ce que c'est? On en entend beaucoup parler, quelquefois un peu à tort et à travers, et c'est un outil très intéressant et très dangereux à manier, comme tous les outils, comme un marteau ou comme une hache. Le langage corporel, ça s'appelle body language, de manière universelle, mais ça s'appelle aussi la kinésique, the kinesics in English. Et ça a été, ça a apparu un peu plus nettement avec Charles Darwin en 1872, qui a commencé à voir, en étudiant les singes, qu'il y avait beaucoup de choses qui les rapprochaient de l'homme. Exemple, dubitatif. Maintenant, nous avons été aussi beaucoup plus développé ce langage corporel par Paul Ekman, qui est un Américain qui a beaucoup développé les expressions faciales. Et récemment, ça a connu un grand boom parce qu'il y a une série télévisée qui s'appelle Lie to Me et qui a vraiment développé ça. Et il y a eu 12% d'inscriptions dans les cours aux États-Unis, dans les universités qui enseignent le body language, grâce à Lie to Me. Alors, maintenant, on va faire beaucoup d'exercices ensemble ce soir. Mais je ne vais pas prendre trop de votre temps parce que nous avons aussi notre amie Esther Blum qui va vous parler. Il y a 6 expressions faciales qui sont reconnues universellement, c'est-à-dire par tout le monde, mais aussi lorsqu'on commence à étudier et dans beaucoup de domaines psychologiques, sont la joie, la tristesse, la peur, le dégoût, la surprise, la colère. Alors, par exemple, on va demander à Yael, fais-nous la joie. C'est la béatitude que tu nous as fait. On va allumer la lumière, Yoram, s'il te plaît, parce que je ne vais pas bouger tout de suite. Merci, Jonathan. Maintenant, on a besoin de quelqu'un qui nous ferait la tristesse. Tu peux nous faire la tristesse? Toi? Ok. On a besoin de la peur. Goussia, fais-nous la peur. Alors, vas-y, fais-nous la colère. Ok, tu as droit aussi. Ok, alors quelqu'un qui nous fait la peur, Myriam. Ok. Alain, tu veux nous faire le dégoût? Oh bah oula, dis donc, c'est pas ce que tu as mangé là-bas, mais ça a marché en tout cas. La surprise, Stéphanie. Ok. Alors la colère, Goussia? Oh. Ok. Alors le plus du langage corporel, c'est que ça nous permet d'évoluer dans un monde professionnel bien sûr, mais aussi dans nos relations sociales, d'évoluer avec un radar un petit peu qui nous donne des indications. Pourquoi? Parce que tous, sans avoir étudié le langage corporel, on peut très bien lire sur les visages des gens si on les endort, si on les fascine, si on les intéresse, si nous les fatiguons, nous les agaçons. Alors par exemple, il y a des langages qu'on fait tous, ça devient un automatisme, on n'a plus besoin d'y penser. Par exemple, si je fais ça, vous me parlez, je fais... Là, ça veut dire qu'il faut lui répéter. Elle n'a pas compris, elle n'a pas entendu, c'est pas clair ce que je lui dis. Donc il y a des choses qui sont presque devenues un automatisme, on n'appelle même pas ça le langage corporel, on appelle ça la vie de tous les jours, un petit peu, et on l'utilise. Le plus, c'est ça. Le moins, c'est que trop miser sur le langage corporel, en fait, minimise l'importance des relations avec autrui. Pourquoi? Parce que si je fais ça... Alors, on sait que si on étudie le langage corporel, c'est « je mens ». Je suis très heureux de vous voir ce soir. Mais ça peut dire aussi « j'ai un rhume des foins ». Alors, on sait qu'il y a des interprétations, on les appelle les faux amis ou les faux signaux, et on sait très bien qu'une interprétation peut être interprétée différemment, puisque le mot est « interprétation ». Alors, on va le voir tout à l'heure. Il y a des gestes, il y a quelque chose, on va essayer de le faire ensemble ce soir pour vous repartir un petit peu avec quelques notions, mais on va voir qu'à chaque fois que je vais vous donner une notion, il y a l'endroit et il y a l'envers. Alors on va le voir ensemble. Nous allons passer à 2 choses. Il faut tenir compte, bien sûr, de ces faux amis dont j'ai parlé. On a un petit bonhomme qui fait aglagla en haut, d'accord? Alors, le froid, ça peut être ça. J'ai froid, vous êtes d'accord? Mais ça peut être aussi... Non, pas moi. Non, après. Pas maintenant. Ça peut être...
Michael, ça peut être ça. Il peut être confortable, on va le voir tout à l'heure. Ça peut être, je croise les bras, on va voir tous les signaux du corps tout à l'heure. Je croise les bras. Ou alors, je suis hostile. Et là, je pose le micro, mais vous me dites si vous m'entendez bien, parce qu'il faut que je mime. Ce soir, je suis mime. Alors, je suis à l'aise, je suis bien installée. Je suis hostile. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres signaux de mon corps qui vous donnent un langage hostile. Essaye de me faire gober ce que tu dis, ouais, genre. Et je suis frigorifiée. Donc on peut voir que le même symbole, si on interprète un peu tous les signaux du visage et aussi du reste du corps, peut être interprété. On a une très belle moue dubitative de Yael Lasri. Je vous demande un flash sur elle. Donc, oui, parce que quand on fait le langage corporel, rien ne peut m'échapper. Donc ici, nous voyons donc que nous avons des signaux qui peuvent être interprétés différemment. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir compte, bien sûr, des cultures. Il y a un geste en Israël qu'on apprend tous. Dans l'avion, déjà, avant de poser le pied en Eretz Israël quand on fait la Lia, vas-y Edith, tu nous l'as très bien fait. Mais ce geste-là, en Italie, ne le faites jamais, surtout les dames. C'est un gros mot, et je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais ça veut dire que ce geste qui est plus ou moins routspathique, amusant, mignon, qui est comme ça, en attend un peu, attends ton tour, ça peut devenir pour une autre culture quelque chose de très grossier. Par exemple, on a genre, vous allez me dire, ah Sarah, t'es bien belle aujourd'hui, et moi je peux vous répondre en rigolant, 5 sur moi, et on en rigole. Mais par contre, si vous faites ça en Grèce, c'est les couteaux qui sont tirés tout de suite. Parce que ça veut dire que vous pensez que l'autre va vous mettre le mauvais œil, non pas comme du temps de nos arrière-grand-mères, mais c'est encore très récent. Si vous faites ça à quelqu'un, quand il vous parle, c'est interprété de manière très enfin pas agressive, mais très insultante. Donc il faut tenir compte bien sûr des cultures, il faut tenir compte des genres, féminin et masculin, surtout ici. Et on va voir pourquoi, parce qu'il y a le problème aussi religieux qui se pose. Alors, si je suis une femme, et que je suis assise avec une jupe droite, je vais peut-être tirer sur ma jupe si je pense qu'elle est un peu trop courte. Donc ça, bon, si je suis une femme, je vais essayer de faire comme ça. Si je suis bien dans ma peau, et je ne vais pas le mimer, mais en général, si je suis un homme, je peux écarter les jambes un peu plus à l'aise. Je peux même mettre une jambe sur l'autre, c'est-à-dire en mettant ma cheville sur mon genou. Vous voyez? Il y a un homme qui peut nous mimer ça? Dov, tu peux nous... Voilà. Un homme peut très bien faire ça. Une femme qui ferait ça, ça fait un peu bizarroïde, surtout si c'est une dame religieuse. Donc, une femme, comme on le dit ici, ne peut pas s'exprimer avec autant de palettes, de gestes corporels qu'un homme. Donc, il faut tenir compte des genres quand nous allons nous adresser l'un à l'autre. Dans le monde religieux, c'est évident. On a parlé de la manière de s'asseoir, on a parlé aussi du regard. Nous, il nous arrive donc d'avoir des clients de tous bords. Non, mais tu peux avoir une jeune qui est en jean qui va être un petit peu plus cool. On va parler des âges, par exemple. Tu peux avoir une jeune en jean qui s'assoit comme ça dans le booth. Elle est plus à l'aise, mais on va parler des tranches d'âge. Par exemple, une dame, c'est plus difficile qu'une jeune fille d'être un peu plus cool ou de se mettre un petit peu... On a un petit peu soit des cultures d'où ça vient, mais aussi le côté, entre guillemets, bonne manière. Ce n'est pas aussi des bonnes manières dans tous les pays. Il y a des gens qui peuvent être de manière un peu plus sportive, un peu plus... moi, je connais des mamies qui font du bowling, etc., 90 ans en sweatshirt. Bon, ben, c'est peut-être pas forcément dans tous les pays qu'on a ça aussi. Donc, il y a le côté... bonne manière, c'est évident. Par exemple, je n'ai pas besoin d'être religieux pour savoir que je vais m'asseoir comme ça et pas les jambes complètement écartées. Mais on trouve des dames qui sont un peu plus sportives, c'est possible aussi. Donc quand on va avoir affaire à quelqu'un qui a peut-être un comportement un peu qui semblerait à nos yeux étriqué ou étroit, il faut savoir si c'est dû à un genre, peut-être féminin, masculin, ou si c'est dû à un âge. Exemple, on a plein de gestes comme ça. Si j'arrive et j'ai 15 ans et je fais super et je fais le handshake gang de Starsky Hutch, ça peut paraître cool. Si j'en ai 35, ça fait déjà un peu plus bizarre. Donc aussi, il faut faire attention qui nous donne ce message. Si c'est un jeune, c'est ok. Michael, tu es recalé tout de suite. Et si c'est quelqu'un de plus âgé, ça peut paraître beaucoup plus intriguant. On va... Si c'est des Tunisiens, il n'y a pas d'âge. Ça aussi, c'est-à-dire on parle de religion, on parle de culture, mais aussi entre séfarades et ashkénazes, ça peut être très difficile. Il y a quelque chose, ça on le mérite, c'est super. Oui, super. Oui, et puis c'est pas zéro, c'est ok, got it. De loin on fait des signes, tu as oublié, tu as préparé. C'est comme ça. Non, parce que c'est zéro. En France c'est zéro. Et en Amérique c'est got it.
C'est-à-dire, ça y est, je t'ai bien reçu. Un Africain ne dira jamais bonjour à quelqu'un de plus âgé que lui. Voilà, alors donc on a de quoi alimenter la base. Et montrer aussi. Merci de ces rajouts. Nous allons vous donner un petit peu ce soir quelques interprétations très rapides. Attention, parce que méfiez-vous de l'apprentissage trop facile. C'est une science qui doit vraiment s'étudier pour ne pas commettre d'erreurs, mais on va essayer de donner des petits tips. Alors, il y a des bases qui sont internationales, c'est-à-dire qui sont les mêmes dans tous les pays, qui ont été établies par des professeurs. Par exemple, la petite fille, là, tout le monde voit qu'elle est très contente et qu'elle est très ravie d'être là. Okay, on peut tous voir à quel point elle est mécontente, elle boude et elle essaye de dire « tu ne me feras pas faire ce que je ne veux pas faire ». Donc, nous avons j'ai essayé de définir par partie du corps. La tête penchée, comme ceci. Ça peut me montrer l'attention, c'est quelqu'un qui veut se concentrer davantage. Si on penche la tête, comme tu viens de le faire, sans même t'en rendre compte, on écoute. La tête penchée, c'est signe d'attention. Mais la tête penchée, comme par exemple vient de le faire Yael Semel, c'est signe je me fiche de toi complètement. Pourquoi? Parce qu'elle a la tête penchée, elle a un grand sourire, elle a les sourcils comme ça. Donc vous voyez que le même symbole peut être interprété différemment. Exemple, une tête penchée peut aussi être le doute ou le scepticisme. C'est-à-dire que si le reste de mon corps, et surtout l'expression faciale, qu'on n'a pas malheureusement le temps de faire en détail bien sûr ce soir, si d'autres signes dans ma bouche, dans ma face, surtout la bouche et les sourcils, viennent me dire que ma tête penchée c'est un peu... Vous voyez la différence avec... Oui? Vous pouvez me faire un petit peu de tête penchée? Histoire de me dire que vous êtes intéressé? Ok. Et maintenant faites-moi le... Genre, qu'est-ce qu'elle raconte cette Sarah Bronstein? Très bien, Esther, je vais le faire pareil quand tu vas parler. Alors maintenant, nous avons les bras croisés. Croisez vos bras. Tous. Ok. On a vu qu'un tiers de la salle n'avait pas besoin de le faire parce que vous aviez déjà les bras croisés. Alors maintenant, on va essayer de voir pourquoi. Les bras croisés, c'est un signe de confort. Quelqu'un qui a eu des bras croisés sans hostilité du corps, et on va voir ce qu'est l'hostilité du corps, c'est un signe de je suis à l'aise, je suis bien assise. Pourquoi ? Si je suis comme ça, c'est pas très facile à tenir pendant 30 minutes. Si je suis comme ça, la meilleure position pour quelqu'un qui est bien dans sa peau, entre guillemets, c'est comme ça. C'est pour ça que lorsque nous parlons, lorsque nous sommes conférenciers, ou lorsque nous donnons des cours aux jeunes, surtout, on enseigne pas mal dans les programmes de jeunesse, on peut voir tout de suite, c'est pour ça que c'est un outil utile, si on intéresse les autres ou pas. Pourquoi? Parce qu'il y a les bras croisés, comme toi, qui sont aussi avec croisement des jambes ou des chevilles, c'est-à-dire relaxation totale du corps. Je suis en position complètement détendue. Ou alors, je suis en position complètement, je m'en fiche complètement. Vous voyez la différence? D'accord? Alors, les mêmes croisements de chevilles, les mêmes bras croisés veulent dire deux choses différentes. Mais est-ce que vous avez vu la différence entre les deux? Il y a un côté, je m'avachis complètement. Et ça peut vouloir dire que je suis très confortable, mais presque je vais m'endormir dans 2 secondes. Et ça peut vouloir dire aussi, je suis très sceptique sur ce que tu me racontes. Pourquoi? On l'a vu avec tout le reste du langage du corps. Ok, continue, vous êtes avec moi? Ça peut être aussi la timidité. Beaucoup de femmes, par exemple, croisent les bras versus très peu d'hommes. Les femmes, on a tendance un peu, on a peur que le chemisier soit peut-être un petit peu ouvert, on a un petit peu peur, on se protège, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, où les femmes vont croiser les bras pour se protéger un peu du regard. Aucun rapport avec la religion, c'est juste une question de genre, féminin, masculin. Donc ça peut vouloir dire la timidité, ça peut vouloir dire, on l'a dit, le scepticisme sur ce que tu me racontes, je mime. Les jambes, peu importe, mais tout dans mon attitude montre que tu es loin de m'impressionner. Ce que tu vas me raconter, bon d'accord, mais je campe sur mes positions. Maintenant, une autre chose aussi, c'est que ça peut être bien sûr, on le voit surtout dans les classes, que ça peut être de l'insolence. Élève Bronstein, tu as fait tes devoirs? Ça, c'est pas quelqu'un qui écoute avec attention le prof, on est d'accord. Donc, on peut voir qu'instinctivement, vous avez toutes ces notions. Je vous dis rien de très nouveau.
Ce qu'on apprend juste à faire, c'est de les rassembler en package. De les mettre en paquet où on peut les interpréter tous ensemble. Donc nous avons vu que c'est aussi confiance et à l'aise, et ça doit aussi venir se confirmer avec le regard, par exemple. Si j'ai les yeux attentifs, un petit peu une lueur dans l'œil, c'est que je fais bien attention et que je suis ce que tu es en train de me dire. La dernière chose, c'est les pieds et les jambes. On a parlé des chevilles croisées ou des jambes croisées, qui sont un signe de confort. On se met bien à l'aise pour écouter. Mais ça peut être aussi une nonchalance, une désinvolture. Je mets une jambe sur l'autre. Ça peut être aussi une séduction. Parce que le langage corporel, c'est aussi la séduction. C'est pour ça que les jeunes filles, quand on leur parle pour les shidurim, quand on les forme, etc., on leur apprend. Il y a des choses aussi dans le visage, etc., qui sont des facteurs de séduction. Donc si quelqu'un dit viens, je vais t'aider ma petite à faire tes devoirs, on leur dit va courir de l'autre côté. Maintenant, on a la direction des pieds. Alors, la direction des pieds, c'est plus difficile. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez voir les miens. J'ai ciré les bottines. Les pieds, c'est... Je vais parler à Denis, d'accord? Denis face à sa caméra. Et mes pieds vont pointer par là. C'est-à-dire, je n'ai qu'une envie, c'est de m'en aller. On a eu un cas qui a été vraiment très fouillé et refouillé, comme seuls savent le faire l'Amérique, avec Bill Clinton et Hillary Clinton. Où ils se parlaient tous les deux, bien avant Monica, et tout le monde est revenu chercher ces vieilles photos en disant « Ah, on le savait, il y avait de l'eau dans le gaz dans leur couple, parce qu'à chaque fois qu'ils se parlaient, Hillary avait les pieds par là, en le regardant par là. » Donc c'était signe que le couple battait de l'aile. Maintenant, nous avons également la direction des pieds intérieurs. Donc si je regarde Denis, tout mon corps va être vers Denis. C'est là qu'il sait que je lui donne mon écoute totale. Pourquoi? Parce que si lui me parle, et on va le voir tout à l'heure, et moi j'ai les yeux par là, et moi je suis comme ça, et j'ai les pieds par là, ça veut dire que vraiment je n'ai qu'une envie, c'est de terminer cet entretien. Rien de personnel. Hein. Maintenant, si... Nous avons aussi des accessoires. Il y a des petits types comme ça avec les accessoires qui peuvent déceler dépister de la nervosité. On va demander à Stéphanie qui a des lunettes de nous faire la démonstration. Tu vas les mettre sur ton nez sans arrêt. Repousse-les. Ceux qui ont des lunettes, voilà. Très bien. Alors, à partir du moment où, Nicole, à partir du moment où quand quelqu'un vous écoute, les gens n'arrêtent pas de toucher leurs lunettes, c'est souvent signe qu'ils sont fatigués de vous écouter. C'est souvent signe tu dis oui, non, c'est souvent signe d'impatience. C'est comme les gens qui se... Comme ça. Alors les lunettes, c'est souvent on se fatigue, et donc c'est un petit tip pour nous professionnels de dire bon, j'ai plus que 2 minutes pour finir ça, parce que sinon on va tous s'en aller de cette salle. Alors je continue vite, parce qu'il y en a 3 qui ont touché les lunettes. Alors je continue. Les lunettes, ça peut être aussi une politesse. On peut faire ajuster ses lunettes quand on lui parlait. Mieux lire le langage sur les lèvres. Très bien, Dov, mais c'est justement ça. C'est que si je prends chacun des signes dont on a parlé précédemment seul, je peux faire un contresens inouï. Et donc je peux rater une vente, ou je peux ne pas bien me vendre parce que je crois que l'autre en a assez de moi, et en fait pas du tout. C'est pour ça, c'est à partir du moment où on ne comprend pas du tout un langage, on ne peut pas se tromper. Mais quand vous commencez à comprendre l'ivrite ou l'anglais, et que vous parlez le français, c'est là qu'on peut faire des contresens. On comprend suffisamment, on le parle suffisamment pour pouvoir nous tromper. Mais si on ne le parle pas du tout, on ne fait pas de contresens. Donc tous ces tipins, tous ces tips, tips, tous ces trucs, ces conseils, on va essayer de faire très très attention en les utilisant. Parce que je peux vouloir vous aider, mais en fait je vais peut-être vous couler. Parce que vous allez arriver demain à vos rendez-vous et vous allez dire « Ah, il a touché les lunettes, donc il n'est pas du tout intéressé, donc bye, et ça allait devenir votre plus gros client. » Donc attention, c'est juste des petits radars qui nous permettent de ne pas naviguer à l'aveuglette. D'accord? Mais en aucun cas, ça ne remplace la conversation, ça ne remplace la discussion, ça ne remplace la relation humaine. Vous n'allez pas m'hypnotiser là-bas. Je suis l'hypnothérapeute. Ok, alors on continue. Si nous vendons, alors là nous avons des beaux exemples d'un Richard Nixon confiant qui vient d'être élu, qui va signer la paix avec la Chine, la première fois que l'Amérique met le pied là-bas, il va arrêter le Vietnam, il est super, il se touche le nez, non moi, je n'ai pas mis des écoutes à Watergate, de quoi vous me parlez, et là, bah ça alors si j'avais pu me douter où ça allait me mener. Donc on voit bien les trois. On a un George Bush complètement à la panime après September 11, qui se demande encore ce qui lui est arrivé sur la tête, et on a Clinton. Et là, on a une très très belle photo de l'homme amené à l'échafaud quand Hillary lui parle.
Et on a vraiment la destruction d'un homme, enfin, devant nos yeux sur les photos. Et je voulais en mettre beaucoup. On voyait Clinton, il y a tellement de photos de lui, Bill Clinton, où il est confiant, confident, comme ça, avec son saxo, avec le drapeau américain, avec un grand sourire, avec le Playboy, etc. Et après, c'est vraiment la dégringolade. Donc là, on voit à quel point le visage, et un jour, peut-être qu'on fera une article sur la graphologie, parce que celle de Richard Nixon, sa signature avant et après Watergate, c'est vraiment un cours en soi. Merci Yoram. On passe à la suivante. Alors, on va faire maintenant la différence si nous nous vendons et si nous écoutons. Comment est-ce que le langage corporel peut nous aider? Alors, si nous nous vendons, ça veut dire quoi? Si nous vendons, ça veut dire que c'est moi qui sollicite votre attention. Si je sollicite votre attention, il faut éviter tout ce qui peut vous distraire. Pourquoi? Parce que j'ai un temps de parole limité et je veux que vous entendiez mon projet, ou ce que je peux faire, ou mes chauffages, quels sont les mieux. Maintenant, si j'arrive et que j'ai un grand collier qui fait du bruit, ou des grandes boucles d'oreilles, et j'ai mon foulard qui bouge, oui, surtout les dames, hein, et j'ai les petites dentelles par ici, et les froufrous, et les clics-clics, et les bracelets, très souvent, les gens vont se focaliser sur ces bruits, ou ces couleurs qui bougent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas trouver ça joli, ne me méprenez pas, mais ça veut dire que l'attention humaine est limitée. Si je passe mon temps à écouter, ou à chaque fois que je vais bouger la main, il y a un bruit de bracelet, mon attention n'est pas à 100%. Déjà, elle ne sera jamais à 100%. Parce que l'humain est tel qu'on dit que la meilleure attention possible serait à 96%. Mais si j'ai un bruit qui vient, ou une vision qui vient le distraire, alors le langage corporel, d'accord? Qu'est-ce que vous allez retenir de ce que je vais vous dire? Le foulard, la perruque et le bruit. Maintenant, il y a aussi donc les couleurs. Si vous voulez vendre, soyez un peu pas modeste, parce que dans le judaïsme, ça a une autre connotation, mais soyez un peu low-key, on dit en anglais. C'est-à-dire laissez passer votre message plutôt que vous. Si je viens, je n'ai pas envie d'être quelque chose que l'autre va pouvoir tout de suite enfermer dans une case. C'est-à-dire que je vais être un petit peu neutre. Pourquoi? Parce que mon message est plus important que moi. Si je vends aussi, il faut que je ne fasse pas de gestes de nervosité. Langage corporel, le stylo, clac, 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 le stylo, clac, 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 clac. Pourquoi? Parce que quand on se fait filmer, d'ailleurs c'est un très très bon atout, je vous propose de vraiment d'utiliser le service de Denis, quand on se voit après, on ne peut pas croire ce qu'on a vu. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas aperçu qu'on faisait ça. Mais quelquefois, on ne peut pas croire à quel point on est agité. Mais si je viens en vous vantant mon produit qui est le meilleur du monde, voilà, je suis la meilleure stratégiste que vous pouvez trouver en Israël, et que je donne des signes évidents de nervosité, alors je vais mettre en doute ma crédibilité. Je vais faire mettre en doute ma crédibilité. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est très important lorsque nous nous vendons, entre guillemets, de rester un petit peu low-key, un petit peu un profil bas. Parce que tout cela va distraire l'autre. Maintenant, il faut également éviter de... Je vends des chauffages, je fais des massages, super relaxants. Et c'est comme ça. Qui a envie d'aller se faire masser chez cette dame? Personne. D'ailleurs, nos deux masseuses ici présentes ne se rongent pas les ongles, j'ai pu voir ça. Si jamais nous nous rongeons les ongles, nous regardons dans toutes les directions. La personne est là, et moi, je me présente, mais ça peut être debout, c'est pas forcément dans un bureau. C'est-à-dire que ça peut être dans un ascenseur pendant 1 minute, le temps de monter les 7 étages. Donc, 30 secondes. Maintenant, si je suis là et je vous parle, vous savez, on a un réseau de networking, c'est REFI, et c'est vraiment très important, et c'est super, et vous devriez venir voir, parce que vraiment, c'est bien. Cette personne n'a pas confiance dans ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce que mon regard fuit. Le regard qui fuit, la respiration a un coup aussi. Il y a des gens qui respirent mal. Aujourd'hui, nous sommes allés dans un irgun où il fallait monter 3 étages. C'est évident que si j'avais dû parler après monter ces 3 étages-là, qui ressemblaient à des étages à Amsterdam, c'est-à-dire c'était plus des échelles que des escaliers, je crois qu'on n'aurait pas pu bien se présenter. Ça aurait donné quelque chose comme ça. Alors, je viens vous parler de REFI. Et voilà, et merci beaucoup à tous d'être venus. Alors, ça fait plutôt stand-up comédienne, mais ça ne fait pas tellement professionnel. Il faut éviter aussi de jouer les monsieur cool, de faire trop de plaisanteries.
de faire, je suis tellement bien dans ma peau, je suis très à l'aise, parce que les gens qui font trop de plaisanteries, qui utilisent trop l'humour, c'est des gens dont on se doute un peu qu'il y a un message derrière. Cette façade, elle est tellement lourde que ça devient une clipa, ça devient une véritable écorce, et donc on a envie de dire, bon, Tarlez, parle-nous de ce que tu sais faire, et arrête de masquer un petit peu ou de gagner du temps. Tout cela amoindrit notre crédibilité. Maintenant, dans le cas où nous écoutons, alors tout dépend du domaine d'activité dans lequel nous sommes. Si nous recevons les gens dans notre bureau, alors nous pouvons très bien qui nous sommes. Il y a des signes, entre guillemets, qui sont reconnus mondialement. Si vous êtes un avocat, si vous êtes un réaliste, ici on a quelqu'un qui est dans l'immobilier, si vous êtes un comptable, alors vous pouvez être smart, élégant, vous pouvez avoir, si vous êtes dans la créativité, le marketing, le publiciste, la grande cravate avec Mickey Mouse, par exemple, si vous allez voir le responsable de tous les événements, de tous les Hérouim à l'hôtel Ramat Rachel, il a toujours des trucs de Walt Disney, des grosses cravates jaunes et oranges, et c'est sympa, et il est sur son territoire, pourquoi pas. Donc ça peut être très bien pour les gens, pour donner un petit peu une idée du domaine professionnel dans lequel ils se trouvent. Si vous êtes dans le tourisme, on peut avoir un chapeau cow-boy. Yoram Bitan est connu dans tout le pays pour son chapeau cow-boy. Pourquoi? Parce que dès qu'il est en tiyoulim, il met son chapeau cow-boy. Et pourquoi pas s'il est dans un trompe de tioul un peu aventureux. Maintenant, s'il était un avocat qui ne reçoit dans son bureau avec un chapeau cow-boy, ça peut un peu déconcerter. Donc faites attention. Oui, ça peut être des gens du Texas. Et donc faites attention un peu au signal que vous envoyez. Donc le but, c'est que si nous écoutons, alors il faut maintenir notre regard réveillé, il faut maintenir l'attention, il faut maintenir notre écoute totale vis-à-vis de la personne. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, on le voit très bien quand les gens arrêtent de nous écouter. Donc si nous le voyons très bien, l'autre va le voir aussi. Alors un atout professionnel, et on va voir pourquoi, et après on va faire un petit exercice pratique, donc préparez-vous. Alors pourquoi c'est un atout professionnel? Parce que ça nous évite de tomber dans certains pièges. Et les pièges, ça veut dire l'impression qu'on peut donner et qui serait fausse. Si je ne suis pas bien dans mes vêtements, je ne peux pas bouger, je ne peux pas donner une arta. Personnellement, je ne peux pas. Si je suis coincée, je suis étriquée, j'ai toujours peur que mon chevisier s'ouvre, ou pour les messieurs, j'ai un pantalon qui est un peu, il faut toujours le remonter comme ça, alors ça va donner un manque de sérieux à notre personnalité. Aussi, si jamais j'ai des chaussures qui me font mal aux pieds, oui, interdiction à sourd-méode. Quand vous allez voir un client, vous mettez de bonnes chaussures, azov l'élégance. Mettez des chaussures plates. En Israël, on peut s'habiller comme on veut. C'est une grande bracha pour ça. Mettez-vous des vêtements dans lesquels vous êtes bien, avec des bonnes chaussures. N'ayez pas soif, parce que sinon, ça envoie ce signal. Je vais me présenter parce que nous avons un nouveau projet. Et la porte, c'est par là, avec ton nouveau projet, parce que d'abord, tu le peaufines, et après, tu viens m'en parler. Alors que ce n'était qu'un problème physique, d'inconfort. Donc faites attention lorsque vous allez tomber dans ces pièges-là. Si vous les connaissez, vous allez pouvoir les éviter. Mettez-vous à l'aise. Les dames qui se couvrent la tête, eh bien, mettez quelque chose où vous n'êtes pas sans arrêt en train de tirer sur votre foulard, sur votre cheveu, etc. Parce que c'est très difficile et ça distrait. En dernier, nous allons voir pourquoi, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Ça peut nous aider à déceler ce qui... Ça s'appelle fake, mais en français on dirait ceux qui prétendent. Exemple, voilà, moi, ça nous est arrivé, on est parti interviewer quelqu'un avec les petits poissons de manucure, d'accord? Et lui était tellement à l'aise, c'était avec tout petit truc quelque part à Eilat. Moi, je suis celui qui a inventé la méthode. C'est moi qui les ai importés en Israël. On a inventé les poissons, on les a apportés, c'est moi, c'est tout sur moi. Voilà, les poissons, personne ne les connaissait dans le monde, c'est moi qui les ai créés. C'est moi qui en ai accouché de ces poissons. Tellement d'assurance nous fait douter, non pas un petit peu de ce qu'il dit, mais de tout. Parce qu'on ne sait même plus finalement s'il fait vraiment de la manucure, pédicure avec ses poissons. Donc ça nous permet de déceler un petit peu ceux qui en font trop. Et ça nous permet surtout, et ça sera la conclusion, de nous connaître davantage en nous reflétant dans l'autre. Exemple, si nous allons voir quelqu'un qui est au téléphone, qui dit « Excusez-moi, je réponds juste 2 minutes », et qui est au téléphone comme ça. Ah oui, oui, très important.
Alors on dit, pourvu qu'on ne donne pas cette impression, pourvu que ça ne m'arrive jamais de faire une chose pareille. Parce qu'en l'étudiant, on va bien s'apercevoir de quoi ça a l'air devant les autres. Donc nous, on va éviter. Donc en regardant ce qui nous déplaît chez les autres, on va pouvoir s'en protéger nous-mêmes. Et en ce que tout dégage de lui, le professionnalisme, on voit quelqu'un qui fait sérieux, qui fait net, qui fait sûr de lui, on va dire comment est-ce que je peux émuler cette personne? Comment est-ce que je peux l'imiter? Comment est-ce que je peux lui ressembler? Parce que en fait, cette personne m'a impressionné. En étudiant, en revenant tout en arrière, on verra que c'est sa manière de se tenir, sa manière de parler. On a aussi le ton, mais on n'a pas le temps d'en parler maintenant, calmement, etc. Et donc on dit, voilà, cette personne c'est un professionnel, je veux lui ressembler. Donc on voit à quel point c'est un atout. Et se maîtriser et s'améliorer, c'est essayer de se connaître aussi. Si je tripote sans arrêt ce fameux stylo, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque je vois que dans le body language, dans le langage corporel, pardon, on sait que c'est un signe de nervosité, pourquoi est-ce que je suis nerveuse? C'est possible que c'est un signe de nervosité. Pourquoi je serais nerveuse? Parce que ce client m'impressionne. Parce que je ne me suis pas assez préparée, je n'ai pas bien potassé mon intervention. Donc je vais être nerveuse. Et donc du coup, on va pouvoir remonter en amont et on va pouvoir essayer de mieux se connaître, de mieux nous préparer à nos rendez-vous. Maintenant, pour conclure, 2 exemples. Je voudrais une personne qui n'est pas un des membres de Réfi, parce qu'un des membres de Réfi, c'est Jocelyne. Viens ici, s'il te plaît, à côté de moi. Si vous êtes à l'aise, hein, si vous n'êtes pas à l'aise, vous me le dites. C'est la dernière. Jocelyne, tu viens. Il fait froid. Maintenant, tu vas leur montrer, si tu as bien compris, tu vas leur montrer à quel point tu n'es pas impressionné par eux. Regarde-les bien. Fatigant. Ok. Ok. Et maintenant, vous, montrez-lui qu'elle ne vous convainc pas du tout. Regardez tous. Oh. Denis, il faudrait tourner la caméra vers toi. Denis, attention. Ok, tu as pu voir aussi une autre personne, pas Michel, si tu veux venir ici. Maintenant, et je vous laisse après ça, je vais donner la parole à Esther. Michel, traduis-le la colère par rapport à ce qu'ils disent. Pas le doute, la colère. C'est pas nerveux, quoi. La colère, ok. Et maintenant, vous allez lui mimer ce qu'il vous envoie comme message, parce que nous sommes tous le miroir de l'autre. Alors lui, il a traduit quelque chose qui est entre le doute et la colère. Le scepticisme et la colère. Il n'a pas fait la colère. Alors vous, remettez-lui cette expression pour qu'il la voie chez vous. Regardez, aussi sur le côté. Le doute mêlé de colère, c'est-à-dire tu m'as fait perdre ton temps, en fait. Tu m'as fait perdre mon temps pendant une demi-heure. Ok? Vous avez bien compris? Alors faites très attention parce que l'outil peut être très dangereux. N'oubliez pas que derrière un langage corporel, il y a aussi un être humain.